et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. Il y a eu pas mal de choses qui ont été lues cette semaine et la semaine d'avant où j'avais fait le challenge 7 jours 7 livres. J'ai lu les 7 livres mais j'en ai un petit peu profité pour avancer dans mes lectures en cours. Donc j'ai un petit tas ici présent. Il y a déjà ceci et il y a encore d'autres choses que j'ai rendu à la bibliothèque, mais je vais bien sûr vous en parler, donc prenez place. On va commencer, je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, mais c'est parti. Alors, je vais commencer par ce que j'ai rendu à la bibliothèque, à savoir une BD qui sont Les 5 Terres, c'est aux éditions Delcourt. J'ai lu les 4 premiers tomes, j'ai pu donc découvrir cette BD un petit peu et j'ai bien apprécié cette histoire. Nous sommes dans un royaume où le roi Cyrus, qui est le grand vainqueur de la bataille de Drakenor, mais malheureusement ce grand roi et ce héros est mourant. Il a 2 filles, elles ne peuvent donc pas avoir la couronne et devenir reine à leur tour. En tout cas, elles ne peuvent pas gérer le royaume, donc c'est une période assez compliquée et le roi est obligé de désigner son successeur et il va donc désigner son neveu, qui est un personnage assez brutal qui s'appelle Irus. Le souci, c'est que évidemment ce trône est l'objet de toutes les convoitises. Il y a pas mal de petites intrigues de pouvoir et on se retrouve dans ce genre d'ambiance, dans ce genre d'histoire qui va vraiment tourner autour de cela, autour du pouvoir. Et comme je vous l'ai dit, voilà, c'était une chouette découverte. J'ai bien apprécié cette histoire, j'ai bien apprécié ces 4 premiers tomes. Il y a une suite bien entendu, mais j'ai passé un bon moment avec ce début. Alors c'est une BD destinée plutôt à un public adulte, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Il y a aussi du sang par moment. Comme je vous l'ai dit, on va vraiment se retrouver dans une ambiance où il y aura des intrigues, des complots, des trahisons, plein de choses comme cela. Ça va du coup bien entendu parler de politique. Il y a un petit peu d'action, c'est certain, mais pour l'instant c'était plus axé sur la politique, la mise en place. On va avoir plusieurs personnages qu'on va découvrir, donc je pense que cette BD va être assez vaste et assez intéressante. On va suivre des personnages qui ont la particularité d'être anthropomorphiques, donc ça ajoute un petit quelque chose. C'est vrai que moi ça m'a un petit peu rappelé une BD que j'ai lue très récemment et que j'ai adoré, c'était un coup de cœur, c'est Le Royaume sans nom, je vous en ai parlé et j'ai vraiment adoré. Les 2 premiers tomes sont sortis, j'attends la suite. Ici on est un petit peu dans le même genre, à savoir que ce sont des animaux qui sont les personnages principaux. Le roi mourant est un tigre et on a d'autres types d'animaux, notamment les lions, qui aimeraient bien aussi avoir leur part de pouvoir et prendre la main mise sur les tigres. Il y a aussi des léopards, il y a d'autres royaumes qui sont constitués d'ours, de singes, etc. Donc voilà, on a plein de personnages différents, c'est vraiment bien amené et c'est très sympa à suivre. Donc voilà, cette série semble très prometteuse. D'ailleurs, j'ai été chercher la suite parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai emprunté à la bibliothèque les 4 premiers tomes et j'ai été chercher les 4 suivants. Comme ça, je peux avancer dans cette histoire qui est très prometteuse pour l'instant. Autre emprunt à la bibliothèque que j'ai déjà ramené, c'est le tome 9 de Agatha Raisin, qui est Sale temps pour les sorcières. C'est donc toujours fait par MC Beaton aux éditions Albin Michel. Je continue ma petite progression dans cette saga et j'ai lu le 9e tome. Du coup, c'était très sympa. Ici, on va suivre Agatha qui quitte son petit cottage confortable. Elle veut prendre quelques jours loin de tout et elle va se rendre dans une petite station balnéaire où elle loue une chambre dans un petit hôtel. Elle se retrouve toute seule, elle veut fuir en fait tout le monde et surtout James Lacey. Et là, elle va rencontrer un groupe de personnes, de pensionnés qui séjournent aussi à l'hôtel et par un concours de circonstances, comme elle a eu un petit souci dans l'épisode précédent avec une coiffeuse, elle va se rendre chez une femme qui est considérée comme la sorcière du village. On lui a conseillé d'aller la voir pour trouver une solution pour la repousse de ses cheveux et évidemment, après s'être présentée chez cette femme, on va la retrouver morte et Agatha va être évidemment entendue par la police et elle va décider d'un petit peu enquêter.
Et on va suivre tout ça, donc ambiance sympa, c'était agréable à lire. Comme toujours, ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite. En tout cas, moi j'ai dévoré cette petite lecture. James Lacey reste au loin, donc moi ça me va parce que j'ai eu un petit peu un trop-plein avec ce personnage qui est assez agaçant et très méchant en fait envers Agatha. Même si Agatha n'est pas non plus un personnage super attachant, elle a plein de défauts et elle a des réactions aussi que moi je ne saisis pas toujours. Mais là, en tout cas, c'est le personnage de James qui me bloque un petit peu. Donc j'étais contente que Agatha ait pris un peu de distance par rapport à lui et de suivre ses aventures. C'était sympathique, petite ambiance bord de mer. Je ne m'attendais pas à ce dénouement, j'avais pas vu venir ces éléments-là. Donc voilà, bon moment de lecture. J'avoue que c'est, comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas mon cosy mystery préféré, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai envie de lire les tomes de cette série parce que ça se lit bien, ça se lit vite et c'est un agréable moment malgré tout, même si c'est pas un moment fantastique, ça reste agréable et il y a un petit côté addictif qui nous pousse à y revenir malgré tout. Dernière chose que j'ai empruntée à la bibliothèque, je pense, et que j'ai déjà rendue, c'est une trilogie qui s'appelle Un petit goût de noisette. C'est aux éditions d'Argo. Je vous mettrai des images ici à chaque fois, bien entendu. Et c'est donc 3 livres où on a des recueils de petites histoires. Des petites histoires courtes qui vont évoquer la vie de tous les jours, les rencontres, l'amitié, l'amour, les déceptions, etc. C'est des petites histoires plutôt tranches de vie. C'était sympa mais sans plus. Moi j'ai pas plus accroché que ça. Je les ai lues toutes les 3 parce que c'est du roman graphique, donc ça se lit rapidement. C'était des nouvelles assez courtes, je crois que ça faisait plus ou moins, chaque tome faisait plus ou moins 200 pages. Il y avait pas mal de petits moments contemplatifs aussi. C'était joli, j'ai bien apprécié les graphismes, j'ai bien aimé aussi la palette des couleurs. Je trouve que ça collait bien avec l'ambiance de ces petites histoires. Mais voilà, c'était pas un moment de lecture incroyable et je sais pas trop quoi vous en dire de plus parce que moi j'ai pas été spécialement chamboulée, touchée par ces histoires. Ça reste assez classique. Peut-être que ça touchera plus d'autres personnes, mais moi je suis restée un petit peu en retrait. Donc un agréable moment, mais rien de foufou non plus. Alors passons aux lectures que j'ai en ma possession. J'ai à présent terminé Un cri sous la glace de Camilla Greb aux éditions Le Livre de Poche. Je vous en ai parlé précédemment vu que c'était une de mes lectures en cours. J'ai écouté cette histoire et j'ai beaucoup apprécié le style. Et j'ai bien aimé ce récit. Donc dans cette histoire, eh bien, on va suivre Emma qui a une relation secrète avec son patron. Elle travaille dans une chaîne, dans un magasin et son patron est le dirigeant de ce groupe. C'est le mystérieux et le charismatique Jesper. Leur relation doit évidemment rester secrète étant donné que c'est son employé techniquement. Ils font des projets ensemble. Tout a l'air de très bien se passer et un soir, quand Jesper est censé venir chez Emma pour justement le soir de leur fiançailles, Emma attend et Jesper n'arrive pas. Ce personnage dont Jesper va soudainement disparaître de la circulation et en même temps la police va retrouver la tête d'une femme dans l'appartement de ce Jesper. Donc évidemment une enquête va commencer et c'est un policier du nom de Peter qui va s'occuper de cette affaire, de cette étrange affaire. Il va être aidé par Anne, qui est une femme qu'il a connue il y a plusieurs années et qui est une profileuse reconnue. Ils vont donc commencer à enquêter à deux sur cette étrange affaire et ils vont devoir démêler quand même pas mal de choses. Ça c'est pour le petit résumé, je vais pas aller plus loin. Et ce fut une agréable lecture. On est donc ici dans un polar assez froid étant donné que ça se passe dans les pays nordiques en Suède. Donc ça change un petit peu de l'été, mais j'ai apprécié cette ambiance où le froid et la neige sont présents. On va suivre 3 narrateurs dans ce récit. Donc d'une part on va avoir Emma évidemment, d'autre part on aura le personnage de Peter et ensuite on aura également le personnage de Anne. Ce système fonctionne bien avec moi, en tout cas moi j'apprécie le système d'avoir plusieurs narrateurs qu'on suit et on avance du coup dans leur histoire, dans leurs décisions, dans leur passé.
J'apprécie beaucoup, ça met un rythme et du coup on avance bien dans ce type de lecture. Moi ça fonctionne comme ça, je suis du coup accrochée et en général c'est vrai que on est toujours plus intéressé par la version d'un ou deux personnages et où on a envie d'avancer plus vite pour revenir aux personnages qui nous intéressent. Moi, c'était la version évidemment de Emma qui m'a le plus intéressée. On est sur un récit où on va avoir plusieurs allers-retours présent-passé. Ça aussi, j'adore. Ça rythme énormément le récit. On nous donne des petites bribes d'informations pour avancer dans le présent. Tout ça met un rythme, met une tension. Ça rend le livre addictif. Alors, on a tous les personnages principaux qui sont des personnages assez abîmés. C'est l'aspect qui est peut-être un peu cliché. Donc on a Peter, le policier, qui a des soucis personnels. On a Anne aussi qui a des soucis de santé, qui a des soucis dans son couple. Et on a Emma aussi qui a eu une vie un peu compliquée avec sa mère, son père, qui a des traumas qui sont toujours présents. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup du coup de traumatisme et pas un seul personnage qui est sain et bien dans ses pompes. C'est peut-être l'aspect que j'ai trouvé un petit peu cliché, un peu trop gros, que tous aient des soucis assez importants. Mais j'ai quand même passé une bonne lecture, je me suis pas arrêtée à ça parce que j'ai trouvé que l'intrigue était vraiment intéressante et très tortueuse. On est ici sur un thriller, un polar plutôt très psychologique qui est bien fait parce que je n'ai rien vu venir jusqu'à vraiment la toute fin. Là j'ai commencé à avoir un petit soupçon, un petit doute qui s'est révélé évidemment juste. Après il y a eu quand même eu des surprises et des révélations que je n'avais pas vu venir et j'ai vraiment été embarquée par cette histoire. De cette autrice, j'avais déjà lu À l'ombre de la baleine, je pense que c'est ça, ou L'ombre de la baleine, qui était aussi un thriller plutôt psychologique que j'avais bien apprécié, avec des thématiques aussi intéressantes. Celui-ci, ça a bien fonctionné aussi avec moi, donc je pense que c'est une autrice que je vais continuer à découvrir et un petit peu me pencher sur d'autres de ses titres. Alors, la lecture qui suit, c'est celle-ci, c'est donc Ils sont chez nous de Lisa Jewell, aux éditions Hauteville Poche. C'est la première fois que je lis du Lisa Jewell, ça fait un petit moment que j'avais envie de découvrir et j'avais celui-ci dans ma palle. Je l'ai acheté il y a un moment, j'avais pas trop lu le résumé et ça m'avait intéressée et j'avais envie de lire cette autrice. Donc voilà, c'était l'occasion, j'ai eu envie de le découvrir. C'est maintenant chose faite. Ce qui m'avait interpellée, c'était ça. Il est noté Une maison de famille, 3 cadavres. Je l'ai lu et c'était très sympa. On est aussi ici dans un thriller psychologique, donc on reste dans ce même domaine avec ce Lisa Jewell. Donc dans cette histoire, on va nous expliquer que on va retrouver 3 cadavres et un bébé abandonné qui lui est toujours en vie dans une maison assez luxueuse de Chelsea. On va nous apprendre que cette maison appartenait à la famille Lamb, qui était assez aisée, même plus que aisée au niveau financier. Et la thèse qui va être retenue pour cette affaire, c'est un suicide collectif, parce qu'il n'y a pas d'autres indices ou d'autres preuves qui puissent mener vers une autre solution. C'est un suicide collectif qui va être retenu. Et là, on va faire un saut dans le temps, on va se retrouver 25 ans plus tard. Et on a le personnage de Libby, qui est une jeune femme de 25 ans, qui apprend qu'elle hérite en fait de cette maison. Elle va être assez surprise, bien entendu, et elle va essayer d'un petit peu découvrir toute cette histoire, ce qui s'est passé exactement dans cette maison et pourquoi évidemment elle est l'héritière de cette maison. Donc on va se lancer dans des petites recherches pour découvrir qui est Libby, quel est son passé et quel est le lien avec cette famille Lamb et cette maison. Voilà pour le petit résumé. Alors de nouveau, on a plusieurs narrateurs dans ce récit. On a tout d'abord le personnage de Henry. On a Lucie, qui est une mère de famille en difficulté, et on a du coup Libby, cette jeune femme de 25 ans qui fait des recherches sur son passé, parce qu'on apprend qu'elle a été adoptée, et sur l'histoire de cette maison et sur ce qui s'est passé exactement il y a 25 ans. De nouveau, on est sur un livre avec un certain rythme rapide, parce qu'on a de nouveau des petits chapitres qui s'enchaînent. On a la technique des narrateurs, comme je vous l'ai expliqué juste avant, qui amène encore un rythme et un
un aspect prenant au récit. Donc c'est fluide, ça se lit bien. La plume est très agréable, elle est prenante, elle est fluide. Au niveau de l'écriture et de la construction du récit, c'était vraiment très agréable à nouveau. Personnellement, j'ai pas trouvé de longueur. Je l'ai lu assez rapidement parce que j'avais envie de savoir ce qui s'était passé et voir aussi le lien entre tous ces personnages parce que ils sont... on va suivre Henry, Lucy et Libby, comme je vous l'ai dit. Ils ont des vies qui semblent assez différentes. Ils ont leurs soucis personnels. Henry nous raconte en fait cette histoire. Et Henry a un lien direct avec cette maison et la famille Lemb. J'essaye de pas trop vous en dire. Et donc il raconte son histoire. J'ai bien aimé évidemment ce narrateur. C'était super intéressant de le suivre. Lucy, on se demande quel est son rôle, quel est le lien avec cette maison parce que c'est une mère de famille qui a des difficultés financières et qui essaye de s'en sortir, etc. Et Libby, c'est une jeune fille de 25 ans. Alors évidemment, oui, on se doute qu'il y a un lien étant donné que cette affaire s'est déroulée il y a 25 ans, c'est donc son âge actuel. Mais on ne sait pas trop comment tout cela en fait va se regrouper, s'enchaîner et j'ai bien apprécié suivre tout ça pour que tout s'assemble et découvrir tous les secrets, tous les mystères qui ont entouré cette mystérieuse affaire. Comme je vous l'ai dit, un thriller psychologique qui est assez intense, qui est bien ficelé, en tout cas moi j'ai trouvé. Ça va parler de choses... de thématiques assez dures parce que ça va traiter de manipulation, ça va traiter d'emprise, ça va traiter de secte, ça va traiter de violence aussi. Il y aura pas mal de drames, il y aura des secrets, il y aura des morts également. Donc pas mal de sujets assez compliqués, mais moi qui m'ont beaucoup intéressé, la thématique de la manipulation, de l'emprise et du côté secte, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Je crois que c'est non, c'est pas la première fois que je lis, mais c'est la première fois que je lis amené de cette façon, en tout cas, de tout ce qui peut se passer quand une famille tombe sous l'emprise de gens malfaisants. Il y a un petit aspect très malsain, très malaisant évidemment dans cette lecture. Il y a des choses qui sont choquantes. Mais j'ai trouvé ces thématiques intéressantes. Moi, ça m'a plu. Pas dans le sens youpi, c'est fun, mais ça m'a plu parce que j'ai trouvé ça intéressant. Donc une très bonne découverte. Je vais me pencher sur d'autres titres de cette autrice pour un petit peu voir ce qu'elle a fait d'autre. Je pense qu'il y a déjà quelques titres qui sont sortis. Hein. C'est une autrice qui est assez connue, me semble-t-il. En tout cas, j'ai déjà vu son nom dans les librairies. Comme ça m'a plu, voilà, je vais me pencher davantage sur les récits de cette autrice. J'ai également lu celui-ci qui est Dolores Claiborne de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Et pour une fois, c'est un petit livre de Stephen King. Vu que d'habitude, en tout cas, ce que j'ai lu précédemment, c'était des briques énormes. Ici, c'est un petit livre qui fait à peine 350 pages environ. C'est ça qui m'a aussi décidé à le sortir. Dolores Claiborne, c'est un titre qu'on voit passer assez souvent, il me semble. C'est un des titres assez connus de Stephen King et j'ai eu envie de le lire et j'ai bien fait parce que j'ai adoré cette lecture. C'était vraiment excellent. Moi, c'est un titre qui me restera en tête parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Donc dans cette histoire, on va suivre évidemment le personnage de Dolores Claiborne qui, un beau jour... se retrouve à la police, convoquée à la police, et elle va nous raconter son histoire parce qu'elle est accusée d'avoir tué son mari il y a plusieurs années. Là, c'est une femme d'une 60aine d'années. Et elle est aussi accusée d'avoir tué ou d'avoir en tout cas participé à la mort de Vera Donovan, qui est une riche veuve pour laquelle Dolores travaillait et a travaillé quasiment toute sa vie. Et elle se retrouve au poste et elle va nous raconter son histoire à sa façon et nous allons devoir écouter tout ce récit, toute cette histoire. Voilà pour le petit résumé. Alors au niveau de la mise en page, c'est assez spécial parce qu'il n'y a pas de chapitre. C'est un long monologue, il n'y a pas d'arrêt en fait. C'est du texte tout le temps. On n'a aucun arrêt. Donc ça se lit... pas d'une traite, mais en tout cas, moi, je l'ai lu quasiment d'une traite. Déjà de 1, parce que j'étais à fond dans cette lecture. J'ai vraiment adhéré, j'ai accroché tout de suite. Et ensuite, parce que moi, c'est
C'est un peu compliqué, je trouve. Moi, j'aime pas m'arrêter en plein milieu comme ça d'un chapitre de base. J'anticipe et je regarde toujours combien de pages a le chapitre pour savoir si j'ai le temps de le terminer ou non. Et je m'arrête pas, sauf situation imprévue et extrêmement rare aussi, je m'arrête jamais comme ça en plein milieu de mon chapitre. Ici, du coup, c'était un petit peu compliqué parce que il n'y avait pas moyen de le faire. Il n'y a aucun arrêt, aucun chapitre. Il faut continuer le récit et puis c'est tout. Ce qui fait que je l'ai lu très rapidement. J'ai fait une partie en audio aussi pour justement pas avoir le découpage de chapitres et avancer dans l'histoire. Ça a bien fonctionné vu que j'ai beaucoup apprécié le récit, donc cette histoire que Dolores va nous raconter. Et déjà j'ai beaucoup apprécié le personnage de Dolores qui est une femme qui a toujours habité là dans cette ville. Ça se passe dans le Maine, me semble-t-il. Ça arrive souvent que ça se passe dans le Maine avec Stephen King. Il me semble qu'on a un plan au début. Je vais essayer de vous retrouver ça. Oui voilà, vous voyez, ça se passe ici. On est effectivement dans le Maine. Dolores a toujours vécu dans ce village. C'est un village où tout le monde se connaît, évidemment, où on a vu tous les enfants grandir. Et ici, Dolores a une 60aine d'années quand elle est entendue, donc elle aussi connaît tout le monde, a ses habitudes. C'est une femme qui a dû se battre, qui a eu une volonté extrêmement forte, qui n'a pas vécu une vie facile parce que son mari était alcoolique et violent. Elle a dû aussi protéger ses enfants de son mari, donc vraiment un personnage que j'ai trouvé attachant. Elle a travaillé toute sa vie aussi pour mettre de l'argent de côté, pas pour elle mais pour ses enfants, pour qu'ils puissent faire des études. Voilà, c'est ce genre de personnage. Un personnage fort avec beaucoup d'humour, franchement. Moi j'ai rigolé plusieurs fois avec des phrases qu'elle sortait, des tournures de phrases qui m'ont fait rire. De nouveau, on est dans un récit plutôt psychologique, décidément. J'en ai lu pas mal. De nouveau, avec Stephen King, je trouve que les personnages sont très très bien travaillés, que leur aspect justement psychologique est vraiment bien mis en avant, et bien construit et très profond, ce qui rend les personnages attachants. J'ai eu beaucoup d'empathie pour Dolores et pourtant c'est pas une sainte non plus, mais le personnage est tellement intéressant et tellement bien construit et travaillé que moi je me suis attachée à cette femme. J'ai passé un très très bon moment à ses côtés, à entendre son histoire, à vivre les événements qu'elle a vécus, à ses espoirs, ses peurs, toutes les tensions et toute la brutalité contre laquelle elle a dû se battre. Il va y avoir aussi des secrets bien entendu et des peurs cachées. Ça va beaucoup tourner autour des peurs cachées. Ça m'a un petit peu rappelé un autre titre de Stephen King qui est Rose Madder dans un certain sens. Là aussi on a une femme qui subit la violence de son mari, mais sans le côté fantastique, parce que dans Rose Madder il y avait un côté fantastique présent. Ici c'est pas le cas. Mais ça, j'ai vu quelques petits parallèles. Donc vraiment une très très bonne lecture. J'ai adoré entendre le récit de Dolores et je vous le recommande si vous avez pas envie de lire un Stephen King de 600 pages, 800 pages, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une brique, franchement essayez celui-ci parce que c'était vraiment top. En tout cas avec moi ça a bien fonctionné, même s'il y a des sujets durs et des moments difficiles. C'était très intéressant et c'était un récit vraiment captivant. En tout cas moi j'ai plongé dedans et j'ai lu quasiment d'une traite pour entendre tout ce que Dolores avait à nous dire. Alors j'ai également fini celui-ci que vous avez dû voir vu que c'était une de mes lectures en cours. C'est d'Écho en Écho. C'est le tome 2 des Chroniques de Sainte-Marie de Jodi Taylor aux éditions Hervé Chopin. C'est un tome 2, j'avais lu le premier tome il y a un petit moment et j'avais bien aimé parce que on va suivre ici des historiens qui font des recherches dans un institut qui s'appelle Sainte-Marie
Et ces historiens sont assez étonnants étant donné que les recherches qu'ils font se font au moyen de voyages dans le temps. Et on suit donc ces personnages qui sont récurrents. On a un personnage qui s'appelle Maxwell, qui est le personnage qu'on suit, qui est le personnage principal. Dans le premier tome, elle arrive à Sainte-Marie et ici, dans le second tome, on poursuit en suivant ce personnage-là. Dans le premier tome, il était question d'un voyage à la préhistoire, avec plein de choses qui se passaient, des actions et tout. C'était très sympathique. Ici, c'était un peu différent. J'avoue que j'ai été quand même un peu déçue. J'ai été moins emportée par celui-là. C'est possible que je me sois fait une fausse excuse parce que dans le résumé, eh bien, il était question de voyage dans le temps et de se retrouver projeté dans le Londres victorien de Jack l'Éventreur. Du coup, moi, je m'attendais à passer un bon moment de ce récit à cette époque-là, à suivre le personnage de Jack l'Éventreur, et en fait, c'est pas du tout le cas. Ça commence comme ça au début, et ce voyage, c'est 20-30 pages à tout casser, et après, ils retrouvent leur époque et Sainte-Marie. Il y a des enchaînements et des actions par la suite qui interviennent, ils ont des petits problèmes internes, etc. Mais ça m'a beaucoup moins intéressée. Et c'était assez brouillon. On avait pas mal d'actions, d'événements qui s'enchaînaient. Ça partait un petit peu dans tous les sens. J'avoue que je m'y suis parfois un petit peu perdue. Ça manquait vraiment de structure. C'est vrai que j'avais déjà noté cet élément dans le premier tome, mais au vu de l'originalité du récit et du voyage dans la préhistoire et de toute l'intrigue au niveau de la préhistoire et des événements qui se passaient là-bas, ça m'avait pas autant dérangé. Ici, j'ai trouvé ça assez long. Je me suis pas ennuyée, mais quand même, j'ai trouvé ça quand même trop long. Je sais pas, j'ai été moins prise par ce second tome. Ça m'a assez refroidi pour la suite, je dois bien vous l'avouer. Parce qu'en plus, il y a encore pas mal de tomes qui sont sortis. Vous voyez, ici, il y en a déjà 8 qui sont affichés et ils annonçaient le livre 8 qui devait paraître le 7 octobre 2023. Ici, on est en 2024, donc je suppose qu'il y a encore d'autres tomes qui sont sortis. Il y en a peut-être 9 ou 10 actuellement, je sais pas trop. Mais ça a un petit peu... mon envie est un petit peu retombée. Donc oui, un poil déçu. Après, c'est toujours... sympa et je trouve que l'idée est super originale en fait de traverser comme ça les époques, de voyager dans le temps pour rassembler des informations historiques. Je trouve ça très sympa. Je suis pas contre non plus le fait qu'il y ait des problèmes au sein de Sainte-Marie même qu'il faut régler, mais ça manque clairement de structure et ici ce deuxième tome m'a vraiment pas convaincue. Donc ça me bloque un petit peu à poursuivre, en tout cas pour l'instant ça me bloque à poursuivre. Je sais pas si dans le futur peut-être que je me laisserai encore tenter et je donnerai une nouvelle chance. Si le troisième tome sauve les meubles et relance mon attrait pour cette série, bah pourquoi pas. Mais pour l'instant, là, maintenant, tout de suite, et pendant quelques semaines, si pas quelques mois, c'est clair que je n'aurais pas envie de tenter, de craindre d'être à nouveau déçue par cette série. Donc voilà, c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même des choses sympas et des choses qui m'attirent malgré tout, qui m'intéressent. Les personnages, ça va, ils sont attachants. Il y a des petites histoires évidemment entre les historiens de Sainte-Marie. Il y a des petites tensions, il y a des petites histoires d'amour, des amourettes et des choses comme ça. Il y a des petites choses assez tristes aussi et touchantes. Donc on a aussi la vie de ces historiens à Sainte-Marie, qui a un aspect positif évidemment, vu que ça rend tout cela davantage vivant, ça rend les personnages plus profonds. Mais pour ce deuxième tome, en tout cas, il y avait trop de choses qui m'ont moins attirée, que j'ai moins apprécié. Donc je suis assez déçue malheureusement.
Sinon, j'ai lu la suite de Keleana, le deuxième tome, donc je vais pas parler pendant des heures vu que c'est un tome 2, c'est de Sarah J. Maas, c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. Je pense que tout le monde connaît cette saga, elle est pas toute neuve. Et moi j'avais lu le premier tome il y a un bon moment, il y a facilement 2 ou 3 ans, non, enfin, plus 3 ou 4 ans. Et j'avais bien aimé, c'était sympathique, la plume était addictive. Je me rappelle que j'avais lu ça pendant un samedi. Je l'avais complètement dégommé, donc c'est addictif et c'était fluide et prenant. On va suivre Keleana, qui est une jeune femme, qui est une assassineuse, qui était emprisonnée dans des conditions extrêmement dures. Et un beau jour, il y a un prince qui va venir la chercher pour lui proposer en fait de participer à un tournoi qui ne sera pas facile, avec des épreuves compliquées. Et l'objectif de ces épreuves, si elles sont réussies, c'est de devenir le champion du roi. Il propose à Keleana d'y participer. Évidemment, elle va accepter vu que c'est l'occasion aussi de sortir de cette prison. Et elle va participer à ces épreuves dans le but de devenir le champion du roi. Ça, c'est en gros le résumé. Après, il y a d'autres choses qui vont se passer parce qu'il y a de la magie aussi. Il y a la thématique de la magie qui est existante, qui est dangereuse aussi parce que dans le royaume de ce roi, la magie n'est plus présente. Elle a été éradiquée, me semble-t-il, il y a plusieurs années. Donc c'est un sujet assez tabou, mais il y a encore cet élément magique qui est présent. Donc il y a pas mal de mystères là autour. Il y a pas mal de mystères autour du personnage de Keleana, bien entendu. C'est un personnage extrêmement fort, qui a dû aussi se débrouiller, qui est pas un personnage bisounours, étant donné que c'est une assassineuse de base et qu'elle est très douée dans ce métier. Et moi j'avais bien apprécié la suite dans le premier tome. C'est vrai que c'était pas extraordinaire, mais c'était très sympa. Et j'avais eu envie de poursuivre. Et le deuxième tome attendait dans ma palle depuis vraiment très longtemps. Et je sais pas trop pourquoi, enfin c'est pas que j'avais pas envie d'y retourner, c'est juste qu'à chaque fois il y a d'autres lectures qui passaient avant. Et ici je me suis décidée et je l'ai lu assez rapidement à nouveau. J'ai bien apprécié ce second tome, peut-être même plus que dans que le premier, parce que l'histoire avance bien. On est vraiment dans l'intrigue, il y a pas mal d'enjeux, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des actions quasiment tout le temps. Il y a des quêtes, il y a des recherches, il y a des découvertes, il y a vraiment beaucoup d'éléments dans cette saga. Et ce deuxième tome, j'ai beaucoup apprécié. J'ai le troisième tome qui est dans ma palle aussi. J'avais un petit peu anticipé et je l'avais acheté l'année passée, je pense, pour pouvoir avancer. Le troisième tome est un petit peu plus gros. Ça, je pense que ce sera très sympa parce qu'il y a aussi évidemment un vent de rébellion qui souffle et qui se met en place, et il y a des enjeux encore plus importants qui vont arriver. Keleana ici a découvert pas mal de choses concernant justement cette magie, concernant le roi aussi, concernant sa propre nature. Donc il y a pas mal de petites révélations malgré tout, et j'ai très envie de poursuivre. J'ai également terminé Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. Moi j'ai cette édition reliée qui est très jolie. Il y a la version brochée aussi. Il y a des illustrations dedans qui sont absolument magnifiques. C'est un livre qui fait partie de mon challenge de cette année, 24 livres pour 2024. C'est donc un pavé que j'ai sorti de ce challenge. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais je suis plus ou moins dans les temps. Il faut quand même que j'avance parce que j'ai, je pense, un livre de retard, 1 ou 2 livres de retard. Si on part du principe que je lis 2 livres par mois de cette palle. Encore une petite illustration, mais du coup rien de catastrophique, je suis assez dans les temps. Au sujet de cette lecture, c'est donc le 3e titre des romans secrets que Brandon Sanderson a sorti il y a 2 ans, 2-3 ans. Et j'avais très envie de le découvrir. J'avais beaucoup aimé Tresse de la mer émeraude, qui reste mon préféré. Donc voilà, je vous dévoile un truc. Celui-ci ne lui a pas volé sa place sur le podium.
C'est une lecture mitigée. Donc déjà pour le petit résumé, d'une part on va suivre Yumi qui est une jeune femme, qui est une jeune prêtresse qui dédie sa vie et son art à aider en fait son peuple. Elle a le pouvoir d'invoquer les esprits afin de aider tout simplement son peuple. Et elle vit sur une planète extrêmement lumineuse. Elle a une charge énorme sur ses épaules. Et d'un autre côté, on a le personnage de Peintre, qui est un jeune homme qui vit dans une cité, une ville assez sombre, froide et ténébreuse. Donc c'est un peu l'opposé de ce qui se passe chez Yumi. Et lui est peintre et du coup, il repousse les cauchemars qui sortent la nuit pour hanter les rues et chercher des victimes. Et son travail à lui, c'est justement de débusquer ces cauchemars et de les neutraliser avec son art, avec sa peinture. Donc on a deux personnages qui au final tout opposent et un beau jour, eh bien leurs destins vont s'entremêler. Je ne vous dis pas de quelle façon pour que vous puissiez avoir la surprise si vous souhaitez le lire. Mais voilà, ces deux destinées vont se rencontrer, s'entremêler. Voilà pour le petit résumé. Et ça a été assez mitigé parce que j'ai trouvé ce récit quand même assez long. Le livre fait, je vous dis, quasiment 700 pages, environ 680 pages. Ça fait beaucoup. C'est vrai que la plume de Sanderson est fluide et agréable. Les deux autres livres qu'il a sortis, c'est aussi des pavés. Et souvent, ce qui sort, ce sont des pavés. De lui, j'ai lu Elantris, que j'ai dévoré, alors que c'est aussi un pavé en livre de poche. Et j'ai lu ces deux autres projets secrets, qui sont aussi assez épais. Et malgré ça, ça se lit très bien. Il ne faut pas s'attacher à l'épaisseur du livre, parce que la plume, habituellement, emporte et fait que le livre se lit très rapidement. Mais ici, j'avoue que j'ai trouvé que c'était assez long, qu'il se passait pas grand chose dans, disons, la première moitié de cette lecture. Donc ça fait quand même plus ou moins 300 pages où il se passe pas grand chose. Alors oui, il y a la mise en place de ces personnages parce qu'on va prendre le temps de les côtoyer, de suivre leur quotidien, mais dans leur quotidien il se passe pas grand chose au final. D'un côté, Yumi, son quotidien c'est de suivre un rituel au pied de la lettre, au niveau de son éveil, de son bain purificateur, de sa tenue, de ses habits. Ensuite, elle doit faire des petites montagnes, des assemblages de pierres en équilibre, qui est un art compliqué évidemment, et elle excelle dans cet art, mais ça lui prend des heures. C'est cette façon là qu'elle a pour invoquer les esprits. Et Peintre, de son côté, il passe ses nuits, ses soirées à arpenter les rues pour essayer de repousser des cauchemars grâce à sa peinture. Donc, il n'y a pas beaucoup d'action. C'est extrêmement plat. Et on passe beaucoup de temps à suivre les journées et le quotidien de ces deux personnages. Une fois qu'ils vont évidemment se rencontrer, que leurs destins vont se télescoper, ça devient un peu plus intéressant, mais ça reste assez lent parce qu'il va y avoir du coup tout un aspect apprentissage, recherche de solutions. Je vous dis pas par rapport à quoi, parce que j'ai pas envie de trop vous dévoiler de choses, mais ça reste assez linéaire. Et c'est dans la seconde partie que là, il y a davantage de choses qui se passent, que ça s'agite un petit peu plus et que ça en devient un peu plus intéressant. C'est la première fois que ça arrive. C'est pas que j'ai pas aimé, parce qu'il y a plein de très bonnes choses. J'ai beaucoup apprécié finalement suivre les deux personnages. Il y a un aspect romance qui est ici présent. Il y a des éléments intéressants, mais où on reste assez en surface. Et moi, j'aurais vraiment aimé plus me plonger dans cet univers, dans ces vies, oui, ça m'a manqué en fait. J'étais pas assez immergée, je me suis pas assez retrouvée, embarquée dans ce récit. J'ai bien apprécié les deux personnages donc Yumi et Peintre, qui vont, je trouve, avoir une belle évolution au fil des pages. Ils vont former un bon duo parce que
chacun va apporter quelque chose à l'autre de façon à ce qu'il puisse évoluer et s'épanouir. Donc c'était très sympa à suivre et à découvrir cela. J'ai bien aussi aimé l'aspect des destins qui vont être entremêlés et la façon dont c'est fait. C'est original et c'est un aspect qui m'a plu. Malheureusement, je peux pas vous le dire parce que sinon vous aurez pas la surprise et la découverte. Il y a donc des éléments intéressants, mais je pense que c'est le début trop long qui m'a un petit peu freinée et du coup ça m'a vraiment empêché d'apprécier davantage cette lecture. C'est pas une mauvaise lecture, mais ça reste mitigé. C'est pas une déception non plus, mais je pensais l'aimer beaucoup plus en fait. Cette ambiance extrêmement calme, paisible, asiatique, je pense que 100 pages aurait été suffisant et après il fallait se lancer dans le récit vraiment. Et ici c'était un petit peu trop longuet à mon goût. Et j'ai également terminé la lecture de celui-ci qui est Le Royaume de Pierre d'Angle, le premier tome qui est L'Art du naufrage. C'est fait par Pascal Quiviguier, je ne sais pas, aux éditions Rouergue. Moi j'ai ces collections là, j'ai les 4 ici dans l'édition Rouergue parce qu'il y a 4 tomes, sauf s'il y en a un 5e qui est sorti entre temps parce que ça fait un petit moment que j'ai acheté ces livres et j'avais très envie de m'y plonger et j'ai dévoré ce premier tome. Les couvertures sont vraiment très belles, non il n'y a pas les autres couvertures affichées ici, mais c'est à chaque fois avec des couleurs différentes, donc ici on est dans les tons bleus. Et dans cette histoire, eh bien on va suivre Thibaut qui est prince du royaume de Pierre d'Angle justement et qui depuis 2 ans est en mer avec son équipage et voyage sans arrêt. Son destin c'est de évidemment reprendre le trône quand son père décédera et ainsi régner sur son île, sur le royaume de Pierre d'Angle. Apparemment il n'est pas super à l'aise avec cette destinée et c'est pour ça en fait qu'il fuit Pierre d'Angle depuis 2 ans et qui sillonne les mers. Et en chemin, il va tomber sur une jeune femme qui s'appelle Emma, qui va embarquer de façon clandestine sur le navire. Emma est une esclave en fuite qui va faire partie de l'équipage. Elle va un petit peu forcer les choses et on va suivre du coup toute cette histoire et on va passer par plein de péripéties et d'aventures et ensuite du coup ces 2 personnages, Thibaut, Emma ainsi que l'équipage. Je vais pas aller plus loin dans le résumé parce que sinon je vais donner trop d'informations, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture, beaucoup aimé ce premier tome. Alors ça va beaucoup se passer sur la mer évidemment. Par la suite on va revenir à Pierre d'Angle, donc là il y aura un passage sur la terre ferme, mais sachez déjà que une grosse partie de ce premier tome se passe en mer. C'est des voyages, c'est sur un navire, c'est pas la vie de pirates parce que ce sont pas des pirates bien entendu, mais ça reste très nautique. C'est un livre qui va parler de beaucoup de choses, ça va parler d'aventure, ça va parler de magie, ça va parler de voyage, il y a des mystères, il y a des malédictions, ça parle aussi d'esclavage, ça va parler d'amour, ça va parler de relations fraternelles, il y a pas mal de choses et c'est très bien amené. J'ai beaucoup apprécié cette première lecture, ce premier tome. Ça se lit tout seul aussi, ce qui est un avantage vu que c'est un livre qui est assez épais, mais ça se dévore sans souci. J'ai beaucoup apprécié le personnage Emma et de Thibaut. Le reste de l'équipage aussi, ce sont des personnages intéressants qui sont bien travaillés, qui apportent vraiment un plus à l'histoire. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère aussi de ce titre, de ce premier tome. Il y a plein de mystères et la fin se termine avec des révélations et ça donne très envie de poursuivre. Donc à mon avis, je vais pas trop traîner. D'ici les semaines prochaines, à mon avis, vous verrez le tome 2 dans mes lectures en cours, même si il ne fait pas partie de ma palle d'été. Mais j'ai très envie de poursuivre et de continuer cette série et pourquoi pas la terminer encore en 2024. Il me reste 3 autres livres à lire, 3 autres livres assez épais, mais comme je vous l'ai dit, ne vous bloquez pas au niveau de l'épaisseur parce que ça se lit vraiment très bien, c'est fluide. Ils existent en poche aussi, ils sont sortis en poche. Je pense pas que les 4 soient sortis, mais au moins 3 me semble-t-il si vous avez envie de vous lancer.
Il y a aussi les poches à disposition. Donc une très très chouette découverte et j'ai hâte d'en apprendre plus. C'est très bien fait, c'est prenant, c'est addictif. C'est un livre qui s'adresse plus à du young adulte de base, je pense, mais qui est tout à fait intéressant pour un public adulte parce que moi, il m'a complètement convaincue. Et voilà, on a fait enfin le tour de mes lectures faites cette semaine et aussi la semaine précédente, en plus de mes lectures de mon challenge 7 jours, 7 livres. Ce qui fait pas mal de choses, bien entendu. Je vais à présent passer à mes lectures en cours comme d'habitude. J'ai commencé celui-ci qui est La promesse du dragon de Elisabeth Lim aux éditions Rajo que j'ai dans cette version reliée qui est vraiment splendide. J'avais beaucoup apprécié le premier tome qui est 6 couronnes écarlates. J'ai à peine commencé, je suis au chapitre 3. Oui, j'ai lu les 2 premiers chapitres. Mais si c'est comme le premier tome, ça va se lire très bien et très vite parce que c'était vraiment une belle surprise le premier tome. Je suis dans Tempête sur la villa aux étoffes, qui est donc un tome 4 ou un tome 5 de cette saga de Anne Jacobs que moi j'aime beaucoup. Ils sont en grand format aux éditions Charleston, mais moi je les ai en poche chez 10-18. J'ai lu 58 pages, donc pas grand chose encore. Saga familiale où on suit une famille allemande sur vraiment une longue période temporelle. On est d'abord avant la guerre, puis il y a la guerre, puis là on est après la guerre. On va suivre les maîtres de maison parce que cette maison de la villa aux étoffes tient une entreprise de textile. On va suivre donc les parents, les enfants. Et aussi les membres du personnel, ce qui ajoute un plus très sympa. Et le temps passant, on a d'autres personnages qui vont arriver, les enfants vont grandir, avoir eux-mêmes des enfants, bref, c'est sympa à suivre et je trouve ça intéressant aussi de voir le quotidien et voir la vie d'une famille allemande en temps de guerre ou avant la guerre, après la guerre, et d'avoir leurs réflexions et leur avis concernant tout ça, leurs difficultés aussi. Donc c'est une de mes sagas familiales préférées. Après j'en ai pas lu 50, mais celle-là j'adore vraiment. Donc je voudrais un petit peu l'avancer aussi. Je me suis lancée dans ce pavé qui à mon avis peut tuer quelqu'un. C'est Récit du demi-loup, c'est l'intégrale volume 1 de Chloé Chevalier aux éditions Les Moutons Électriques. C'est aussi un livre qui fait partie de mon challenge 24 livres pour 2024. Voici son épaisseur. Je me suis dit qu'il était temps que je me lance parce que je l'aurais sans doute pas fini en une journée celui-là. Et là j'ai un petit peu lu, j'ai lu 30 pages. Mais je l'ai vraiment commencé hier avant d'aller dormir. Je voulais commencer un chapitre et c'est ce que j'ai fait. Et je sais pas beaucoup vous en parler évidemment en n'ayant lu qu'un seul chapitre. Je vais un petit peu avancer. Après j'ai déjà constaté que ça se lit quand même bien. C'est confortable au niveau de la police, de l'interligne. Les pages aussi sont assez épaisses. Et surprise, moi je pensais qu'il faisait facilement 900 000 pages. Et en fait, non, il fait entre guillemets, il fait que 880 pages, quelque chose comme ça. Donc, je pensais qu'on était plus aux alentours de 1000, si pas 1100. Il y a cette lecture aussi. Oh, sinon, j'ai commencé celui-ci qui est La Bibliothèque des Ombres aux éditions de Saxus de Rachel Moore. Là, j'ai lu 30% environ. Je suis à la page 119. C'est un livre qui fait un peu plus de 300 pages. J'aimerais le terminer pour la semaine prochaine pour pouvoir vous faire un petit point. Alors, j'ai pas avancé d'un poil dans le Robin Hobb, l'Assassin Royal, le 3e tome malheureusement. Là aussi, j'aimerais bien en avancer. Mais je remarque que j'ai mis pas mal de fantaisie. Et j'ai un petit peu peur de m'en mêler.
Ou sinon, il y a aussi celui-ci qui est Chevauche Brume de Thibault Latil Nicolas aux éditions Folio SF, qui est un assez petit livre comparé aux autres, qui fait plus ou moins 300 pages. Celui-là aussi, j'aimerais le terminer pour la semaine prochaine parce qu'en plus, il est super sympa. En tout cas, j'aime beaucoup ce qui se passe pour l'instant. Et dernière chose, c'est celui-ci, plutôt jeunesse. Je vous l'avais montré, je pense, c'est Wranglestone. Ici s'achève la lutte de Darren Charlton aux éditions Nathan, qui est plutôt un post-apo que j'aimerais terminer aussi pour l'année prochaine, pour la semaine prochaine. C'est tout à fait possible parce que vous voyez, la mise en page, c'est pour de la jeunesse, hein, donc ça peut se lire très vite. Ça, c'est pour mes livres en cours, mais j'ai aussi commencé des lectures audio. En lecture audio, il y a celui-ci que je vous avais déjà montré, celle qui devint le soleil. Je suis au chapitre 5, ce qui équivaut à 81 pages, donc à l'avancée un petit peu plus. Je me suis lancée dans Cathy, qui me plaît énormément, de Michael McDowell. Là, je suis à la page 159 et j'adore. Franchement, je suis à fond dans cette lecture. J'aime vraiment beaucoup. Et j'ai commencé hier, je pense, La femme de ménage. Lui, il fait partie de ma palle d'été. Donc, je le commence et pour l'instant, j'aime beaucoup. Je suis à la page 63. Et ce qui se passe là me plaît énormément. On est directement plongé dans un truc qui semble bizarre et louche. Donc j'ai très hâte d'en savoir davantage. Donc ça, c'est pour mes lectures en cours. Il y en a pas mal. C'est vrai que pour l'instant j'ai envie de lire plein de choses et je commence plein de choses, mais il faut aussi que je termine ce que j'ai commencé, bien entendu. Je suis passée à la bibliothèque, je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Je me suis pris la suite de Agatha Raisin, finalement je suis dans le mood, donc profitons-en. J'ai pris le tome 10, le 11, le 12 et le 13. Pour un petit peu avancer, ça je sais que c'est des lectures qui vont super vite, hein, 300 pages en quelques heures, c'est fait. Je me suis aussi pris le premier tome d'une trilogie qui est Traqué de Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon. Je l'avais déjà vu passer quelques fois sur YouTube et ça m'avait intéressée. Je savais pas qu'ils étaient à la bibliothèque et tout à fait par hasard, je les ai vus dans le rayonnage. La trilogie est là et je me suis dit que j'allais tenter le premier tome. Pareil pour celui-là, c'est un livre qui m'intéressait, c'est La Dragonne et le Drôle de Damien Galisson, aux éditions Sarbacane, et ça me tentait pas mal. Je pense que ça va... Oh, la mise en page est spéciale. Je pense que ça se lira vite. Je vous montre la mise en page. C'est des choses comme ça. Donc, assez particulier au niveau de la mise en page. C'est plus de la jeunesse. Ça va parler de dragons, je pense, et j'aimerais bien en savoir un petit peu. Et sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris la suite de la série Les 5 Terres avec, ils sont à l'envers, mais j'ai pris du coup le 5, le 6, le 7 et le 8 pour pouvoir poursuivre et avancer. Ah ben voilà, je peux vous montrer, vous voyez, c'est ce genre de personnage avec... je vais vous montrer, je vais essayer de pas vous dévoiler un truc important, évidemment. Mais on a ce genre de dessin et ce genre de personnages. Vous voyez, ce sont du coup des animaux. Et j'aimerais bien continuer. Ou sinon, quoi vous dire de plus? Oui, j'ai reçu un cadeau. Je suis vraiment super contente parce que c'est un livre que j'attendais, qui me tentait vraiment beaucoup. C'est celui-ci, le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence aux éditions Bragelonne, qui est absolument magnifique, splendide, avec un jaspage à tomber par terre. Il est... à l'intérieur, on a ça. Il n'a pas de jaquette. C'est un hardback. Et il y a un petit... je sais plus comment on appelle ça. Le petit machin, le petit ruban ici. Il me fait super envie. Il est assez épais parce qu'il fait quand même 600 pages. Et c'est écrit assez serré. Je vous montre la mise en page. L'interligne et la police sont assez petits. Donc à mon avis, c'est 600 pages, mais ressenti 800.
Mais c'est pas grave parce que j'ai vraiment très hâte de le lire. J'aimerais me le caser durant l'été pour pas le faire patienter trop longtemps. Donc je vais essayer de caser ça. Et moi je me suis pris un petit livre qui est celui-ci, qui est Flower Heart de Catherine Beckwell aux éditions Big Bang, qui avait l'air sympathique. On va suivre Clara, dont la magie a toujours été incontrôlable, mais jamais dangereuse, jusqu'au jour où, sans le vouloir, elle fait pousser des fleurs toxiques dans le cœur de son père. Pour le guérir, il n'existe qu'un seul remède, un sortilège extrêmement difficile à exécuter qui exige du magicien une maîtrise parfaite de son pouvoir. La seule personne susceptible d'aider Clara est son ami d'enfance Xavier, mais celui qu'elle a connu doux et réservé est devenu un jeune homme froid et mystérieux qui n'accepte de l'aider qu'en échange d'un prix terrible. Peu à peu, Clara va découvrir que Xavier cache en réalité de sombres secrets et que, pire encore, un mal obscur menace tout le pays. Un mal que seul un don aussi puissant que le sien pourrait vaincre à condition de réussir afin de le contrôler. Ça m'avait semblé intéressant, ça m'a donné envie et je me suis dit pourquoi pas, et je pense que je vais aussi l'intercaler dans ma palle d'été, même si c'était pas prévu. J'ai très envie de le lire aussi rapidement, donc je vais tenter ça. Voilà pour les petits cadeaux achats. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je pense que de toute façon la vidéo est assez longue comme cela et j'ai fait un petit peu le point de tout ce que j'avais à vous dire. Ma palle d'été est sortie, n'hésitez pas à aller jeter un œil pour vous donner des idées ou pour me dire ce que vous en pensez. Je vous mets le petit i quelque part pour que vous puissiez aller retrouver ça si ça vous intéresse bien entendu. Sinon je vais vous souhaiter un très beau dimanche. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo et d'être présent. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse un petit peu discuter. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.